Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. L'objectif de cette exploration aujourd'hui, c'est de décoder de manière très concrète le cadre académique du professeur Ati Abderrahim. On va chercher à comprendre exactement pourquoi et surtout comment les entreprises décident de faire le grand saut vers l'international. Et pour rendre ça plus vivant, on va aborder la question sous l'angle d'un vrai débat d'experts. En fait, quand une boîte décide de traverser les frontières, en coulisses, les décideurs s'affrontent souvent sur les vraies raisons de ce mouvement et sur la meilleure tactique pour y arriver. Notre but, c'est de confronter ces courants de pensée pour avoir une vision globale de la façon dont la mondialisation fonctionne sur le terrain. Mais avant de théoriser, regardons la réalité en face. C'est hyper intéressant de voir comment les faits viennent ancrer notre débat. Prenez cette citation de l'Office d'échange datant de 2024. Le Maroc a signé plus d'une vingtaine d'accords de libre-échange. On parle de connexion avec les États-Unis ou encore de la zone de libre-échange continentale africaine. En gros, les barrières douanières s'effondrent. C'est littéralement un appel d'air massif. Ça nous montre bien qu'aller à l'international, c'est pas juste une idée couchée sur un tableau blanc. C'est souvent une réaction vitale pour saisir des opportunités en or massif qui s'ouvrent à l'échelle mondiale. Alors au programme, on commence par décortiquer les motivations internes et externes. Ensuite, on opposera les facteurs proactifs aux facteurs réactifs. Puis, on passera en revue les stratégies d'entrée, en commençant par l'exportation, suivie des partenariats internationaux, pour terminer en beauté sur l'investissement direct à l'étranger. Première étape de notre analyse, section 1, les motivations internes et externes. En gros, on va chercher à identifier quelles sont les véritables forces motrices. C'est un vrai bras de fer stratégique. D'un côté, on a l'approche centrée sur l'interne. L'idée, c'est que le besoin de s'étendre vient des tripes de l'entreprise. On va chercher de nouveaux relais de croissance parce qu'on a un avantage technologique unique à vendre ou tout simplement parce qu'on a des machines qui tournent à vide et qu'il faut rentabiliser cette capacité excédentaire. Mais de l'autre côté, on a la pression externe. C'est quand le marché local devient une cage. Parfois, on part à l'étranger, non pas par ambition folle, mais parce que le marché domestique est complètement saturé ou parce qu'une concurrence féroce est en train d'écraser les marges à domicile. Du coup, s'internationaliser devient presque une question de survie. Et pour illustrer ça, le cas de la PME marocaine spécialisée dans l'huile d'argan est super parlant. Son savoir-faire artisanal est unique, c'est un avantage compétitif absolu, donc une motivation purement interne. Mais en même temps, le marché local pour ce type de produit haut de gamme est vite saturé. Ça, c'est le mur externe. Résultat, la PME est naturellement poussée à cibler l'Europe, les États-Unis ou le Japon. C'est l'exemple parfait d'une boîte qui utilise ses forces internes pour contourner un blocage externe. Et puis, il y a un point sur lequel tout le monde s'accorde absolument. Il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. La diversification des risques, c'est fondamental. La crise de la Covid-19 l'a prouvé de façon assez dramatique. Les entreprises qui dépendaient d'un seul marché ont vu leur modèle s'effondrer du jour au lendemain. S'implanter un peu partout, c'est la meilleure assurance pour amortir le choc si une région spécifique traverse une crise soudaine. On passe à la section 2, les facteurs proactifs contre les facteurs réactifs. Ou pour faire simple, la logique offensive face à la logique défensive. La différence d'état d'esprit ici est frappante. Les facteurs proactifs, c'est l'attaque. On parle d'une entreprise en pleine forme qui part à la chasse aux profits supplémentaires, qui veut bâtir un empire mondial ou imposer un nouveau brevet technologique. C'est audacieux. À l'inverse, les facteurs réactifs, c'est le bouclier. On s'étend à l'étranger pour fuir une récession locale, pour contrer un concurrent international qui nous attaque sur notre propre terrain, ou simplement parce qu'on est obligé de suivre nos plus gros clients qui, eux, ont décidé de déménager. C'est littéralement l'attaque contre la défense. Bref, quand on fait la somme de toutes ces forces, internes ou externes, proactives ou réactives, le constat est clair. Ce diagnostic de départ dicte absolument tout le reste. C'est ça qui va définir l'ambition, le rythme de développement et surtout le portefeuille qu'on est prêt à ouvrir pour financer la bonne stratégie d'entrée. Ce qui nous amène à la section 3, les stratégies d'exportation. C'est le tout premier barreau de l'échelle, le moyen le plus simple de mettre un pied dehors. Mais même là, il y a deux écoles. D'abord, l'exportation indirecte. C'est souvent le choix des entreprises en mode réactif. C'est un peu comme confier les clés de sa voiture à un chauffeur. On passe par un distributeur, on prend presque aucun risque financier, mais en échange, on perd totalement le contrôle et le contact avec le client final. Ensuite, l'approche plus proactive, c'est l'exportation directe. Là, on reprend le volant. On gère la relation client, mais attention, ça demande de muscler sérieusement ses compétences en interne, que ce soit en logistique, en droit international ou en prospection commerciale. Section 4, les partenariats internationaux. Parce que parfois, l'exportation ne suffit plus et qu'il faut trouver un moyen de partager un peu le fardeau.
C'est là qu'interviennent des concepts carrément brillants, comme la licence ou la franchise. Le principe est redoutable. On loue sa marque, sa recette ou son savoir-faire contre des royalties. Pensez à des géants comme McDonald's ou Zara. C'est le hack ultime pour envahir la planète et construire une notoriété monstre, sans avoir à sortir des milliards pour construire chaque boutique soi-même. Pour des projets plus massifs, la joint venture ou co-entreprise est souvent la star. C'est le mariage de deux expertises. L'idée, c'est de s'associer avec un acteur local qui connaît son marché, sa culture et ses lois sur le bout des doigts, pendant qu'on apporte la technologie ou le capital. On partage les risques, on additionne les forces et on crée une entité ultra solide et prête à l'emploi. Il y a aussi la co-traitance, une stratégie hyper agile, surtout dans l'industrie lourde. Quand un appel d'offres à l'étranger est juste beaucoup trop gros ou techniquement trop complexe pour une seule boîte, on s'allie temporairement avec d'autres entreprises. On forme une équipe de choc pour rafler le contrat ensemble et une fois la mission accomplie, le partenariat s'arrête là. Et enfin, la section 5, l'investissement direct à l'étranger, le fameux IDE. Là, on vise le contrôle total. L'IDE, c'est l'artillerie lourde. On parle de créer sa propre filiale de A à Z. C'est l'arme absolue pour les entreprises proactives qui veulent imposer leurs standards de qualité à la lettre. On a le contrôle sur tout. Par contre, il ne faut pas se voiler la face. Partir d'une page blanche dans un nouveau pays, c'est un gouffre financier et ça prend un temps fou. C'est clairement un marathon. Et ça nous amène au dilemme ultime. Est-ce qu'on construit ou est-ce qu'on rachète ? Créer sa filiale, on l'a vu, c'est du sur-mesure, mais c'est très lent. L'alternative, c'est de sortir le chéquier et d'acheter une entreprise locale qui tourne déjà. Le gain de temps est magistral. On récupère immédiatement les clients et le réseau de distribution. Mais attention, racheter une boîte, c'est prendre le risque d'un énorme clash culturel entre deux équipes qui n'ont pas du tout les mêmes méthodes de travail. C'est un sacré pari. Si on doit résumer tout ça, la grande leçon, c'est que la stratégie d'entrée choisie n'est jamais, au grand jamais, le fruit du hasard. Tout est lié aux motivations de départ. Une boîte terrifiée par une crise locale avec un profil réactif optera pour une exportation indirecte prudente, alors qu'un leader de la tech ultra proactif n'hésitera pas à investir des millions dans une filiale pour protéger ses innovations. En fait, tout s'emboîte comme un puzzle géant. Alors la question à 1 million, face à une concurrence toujours plus agressive et des marchés instables, quelle stratégie garantit vraiment le succès ? Eh bien la réponse est qu'il n'y a pas de recette magique universelle. Le vrai succès, c'est l'alignement parfait entre l'ADN profond de l'entreprise et la lecture lucide de son environnement. C'est une réflexion fascinante à garder en tête la prochaine fois qu'on voit un grand groupe racheter un concurrent ou ouvrir une usine à l'autre bout du monde. Qu'est-ce qui les pousse vraiment à agir ainsi ? C'est sur cette question que s'achève notre analyse.